Mesdames et messieurs, en tant qu'étudiants calédoniens, nous avons été les témoins directs des difficultés d'accès aux soins qui persistent sur notre territoire, encore plus depuis les événements de mai 2024. Ces difficultés ne sont pas seulement d'ordre géographique, mais elles sont également sociales, culturelles, parfois invisibles mais bien ancrées. Les crises révèlent les failles d'un système et il nous semble aujourd'hui essentiel de repenser notre modèle de santé dans une logique de proximité, de complémentarité et d'efficience. À ce titre, nous pensons que la médecine traditionnelle kanak mérite d'être reconnue et intégrée de manière réfléchie et respectueuse dans notre approche globale de la santé, et non comme une alternative, mais comme une composante à part entière d'un système de soins pluriel enraciné dans les réalités culturelles du territoire. Selon nous, cela ne peut se faire sans un questionnement éthique. Donc soigner, c'est également respecter les trajectoires individuelles, les identités et garantir à chacun une égale dignité face à la maladie. Par ailleurs, nous pensons que la prévention doit devenir un pilier structurant de notre politique de santé, à savoir sensibiliser en amont, notamment par l'éducation, afin de permettre à chacun de devenir acteur de sa santé, et à la collectivité, in fine, de limiter les coûts à long terme. C'est une stratégie de bon sens, mais également d'efficacité. Enfin, il nous faudra relever un défi majeur, celui de l'attractivité médicale que nous avons déjà longuement mentionné. Comment espérer un système performant sans professionnels en nombre suffisant ? Il est impératif de créer des conditions favorables à l'installation durable de soignants sur l'ensemble du territoire, notamment les zones les plus isolées. Nous parlons donc souvent de médecins, mais les autres soignants doivent également être attirés et maintenus sur le territoire. À ce titre, le Ségur de la santé n'a pas été appliqué en Nouvelle-Calédonie et les salaires des infirmiers ont été faiblement revalorisés. La profession donc reste faiblement représentée sur le territoire, alors même que l'OCDE préconise entre 3 à 5 infirmières par service. Cela suffit-il à rendre ces professions attractives ? La question donc reste posée. Imaginer l'avenir du territoire de la Nouvelle-Calédonie et du système de santé, c'est penser à un modèle à la fois moderne, équitable, enraciné et durable, qui conjugue l'excellence médicale, le respect des cultures et l'accessibilité pour tous. C'est donc une ambition collective et c'est aussi pour notre génération un devoir d'engagement. Je vous remercie. Bonjour. Alors pour rebondir et surtout pour compléter ces propos, je souhaite dire quelques mots sur l'importance de la prévention et de l'éducation dans la lutte contre les inégalités d'accès aux soins en Nouvelle-Calédonie. Donc la prévention est un levier efficace pour éviter l'apparition des maladies chroniques et améliorer la santé à long terme. Lorsqu'elle est bien pensée et accessible, elle peut véritablement faire la différence. Un exemple que nous connaissons tous, le dépistage du cancer du col de l'utérus, proposé gratuitement à toutes les femmes entre 20 et 60 ans. Et ce programme a très certainement permis à de nombreuses femmes de se faire dépister alors qu'elles ne l'auraient probablement pas fait en temps normal pour diverses raisons. Et ça a ainsi permis de détecter des anomalies précoces prises en charge à temps. Finalement, la prévention a un rôle fondamental à jouer, à condition d'être accessible, compréhensible et adaptée. Cependant, pour une partie des populations en situation de précarité, penser à la prévention est difficile, car leurs préoccupations principales sont centrées sur les urgences du quotidien, se nourrir, se loger, assurer la sécurité. Se projeter dans l'avenir, envisager des bénéfices différés n'est pas leur priorité immédiate. Cette réalité explique pourquoi la prévention peut parfois sembler abstraite ou éloignée. Pour qu'elle soit réellement efficace, elle doit donc être adaptée aux contextes sociaux et culturels et portée par des acteurs proches des communautés qui connaissent leurs réalités et leurs contraintes. Sur ce point, l'éducation à la santé des enfants joue un rôle clé. Elle commence bien sûr à l'école, où sont transmises les bases d'une bonne hygiène de vie, par exemple, ou d'une alimentation équilibrée, etc. Mais elle ne peut s'arrêter là. C'est aussi à la maison que se construit donc cette éducation. Or, pour que cette transmission soit efficace, les parents doivent disposer des connaissances et des outils nécessaires. Concernant par exemple l'alimentation équilibrée, ce sont souvent eux qui préparent les repas, mais ils ne maîtrisent pas toujours les recettes adaptées ou ne savent pas comment intégrer des aliments plus sains dans leur quotidien et sont confrontés à la vie chère et à la disponibilité des aliments dans les magasins de brousse. C'est donc tout l'enjeu, accompagner les familles, travailler avec elles pour que l'éducation à la santé devienne une démarche collective, ancrée dans la vie réelle.
En résumé, la prévention et l'éducation doivent être envisagées comme un travail de co-construction entre école, famille et communauté. C'est seulement ainsi que nous pourrons réduire durablement les inégalités et permettre à chacun d'accéder à une meilleure santé. Je vous remercie. Merci à vous deux pour ce propos introductif. Je vais maintenant vous présenter les intervenants de la deuxième table ronde. Bon, vous les connaissez pour la plupart, mais on va essayer de faire vite. Donc, nous écoutons tout d'abord M. Tolmé, qui est directeur des prestations sociales à la CAFAT depuis 5 ans. Il était auparavant au pôle recouvrement, si j'ai bien lu. Il a fait l'École nationale supérieure de la santé. Et j'ai repéré un petit article dans la revue Regard qui me paraissait très intéressant, qu'il a écrit en 2020, où il parlait de la nécessité d'une réforme structurelle du système de santé calédonien pour essayer de pallier au déséquilibre croissant, notamment entre la province sud, Nouméa, et la Brousse et les îles. Ensuite, nous écouterons Madame Vatelet, qui est directrice adjointe de l'agence sanitaire et sociale, qui était auparavant chef de service à la direction provinciale de l'action sociale, sanitaire et sociale. Elle a participé, si j'ai bien lu, à l'élaboration du plan d'Ocamo, ou en tout cas, elle a travaillé dessus. Et elle est pharmacienne, diplômée de Clermont-Ferrand, et elle nous parlera de ça. Ensuite, nous écouterons le professeur Édouard Naouia, qui est un chimiste, ethnobotaniste, qui travaille à l'université, qui est aussi rattaché à l'IRD et au pôle de recherche UMR Pharmadev, et qui a travaillé sur les ormes et les plantes de marée, et j'ai repéré un article qu'il avait écrit dans la revue du journal L'Océaniste sur les médecines traditionnelles, les stratégies de soins traditionnels chez les Walebeng de Puebo. Et c'est un article qui est issu d'une direction de thèse qu'il a fait et qu'il a écrit, donc cet article avec une co-autrice. Nous écouterons ensuite François Chassagne, qui est chargé de recherche à l'IRD, qui a fait une thèse sur les médecines traditionnelles au Cambodge et la prévalence des cancers, si j'ai bien lu, et qui aujourd'hui, tout comme M. Naouia, s'intéresse aux stratégies de santé infantile en Nouvelle-Calédonie. Voilà, tout ce qui est nutrition. Ensuite, nous finirons cette table ronde avec Guillaume Mestre, qui est directeur adjoint du CHT, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, qui est un ancien étudiant de l'UNC, puisqu'il a fait son DUG ici avant d'aller faire une maîtrise de droit public à Montpellier, qui est aussi diplômé de l'école supérieure de santé, non, c'est ça, et il préside aussi depuis 2023 l'association ATIR-NC qui agit sur l'insuffisance rénale. Et bon, je ne vais pas retracer tout son parcours, mais il a 20 ans d'expérience en direction hospitalière dans le Nord, un peu partout sur le territoire. Et je pense que sa parole sera précieuse pour nous éclairer sur ces questions-là. Monsieur Tolmé, si vous voulez bien rejoindre le pupitre, on avait dit qu'on ferait comme ça pour que vous puissiez présenter vos diapositives. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Je suis arrivé un petit peu en retard, je m'en excuse. Mais donc je suis très heureux d'assister à cette seconde table ronde. On m'a demandé en 10 minutes chrono et en 2 slides maximum, donc je vais essayer de tenir ces contraintes, de vous présenter 2 aspects, mais qui ont déjà été un petit peu vus à l'occasion de la première table ronde. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle la pénurie de médecins, médecins au sens large, qui engendre bien évidemment une inégalité d'accès aux soins. Sur cette première partie, donc, ce que j'ai trouvé intéressant de vous montrer, ce sont des chiffres de la CAFAT, puisque la CAFAT, donc, avec les médecins de santé du secteur libéral, donc les libéraux, la CAFAT propose et octroie des conventions. Donc ça veut dire que la CAFAT peut avoir des formes de tableau de bord qui permettent de mettre en évidence le nombre de personnes conventionnées et donc sur le nombre de personnes conventionnées, combien il y en a qui exercent réellement. Et par différence, donc, de voir quels sont les médecins, en tout cas les postes de médecins qui sont vacants. Et donc là où c'est intéressant, c'est que ça vous donne un premier regard sur les 5 grandes typologies, donc la médecine spécialisée, la médecine générale, les chirurgiens dentistes, les infirmiers et les masseurs kinés.
Ça vous donne le nombre de conventionnements disponibles, le nombre de personnes qui sont en activité, et donc par élimination, entre guillemets, le nombre de postes vacants, avec donc un point fort, hein, un point saillant sur la médecine spécialisée. Et donc ensuite, en dessous, c'est exactement la même chose, mais sous une forme graphique. Une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de se comparer avec notamment la métropole, par exemple. Alors, c'est pas, on a un petit peu regardé, on n'a pas forcément accès strictement aux mêmes informations, mais ça permet quand même de dresser un parallèle. L'idée, c'est de vous montrer la cartographie, alors je crois que c'est 2022, ouais. 2022, la cartographie donc, de ce qu'on appelle un petit peu la densité de médecins généralistes, donc on va comparer vraiment les médecins généralistes libéraux. Là où j'attire votre attention, c'est qu'en métropole, la moyenne nationale, donc en faisant fi de toutes les disparités territoriales qu'il peut y avoir, la moyenne nationale, c'est 0,8 praticiens, donc médecins de santé, pour 1000 habitants. Si on transpose ça en Calédonie, sur une base de 260 000 habitants, j'ai hâte d'avoir les chiffres du recensement, mais on ne devrait pas être loin de ça, ça voudrait dire qu'en Calédonie, il faudrait qu'on est en Nouvelle-Calédonie à 0,53 médecins pour 1000 habitants. Donc, pour le dire clairement, on n'est pas au top, loin de là, hein, mais on n'est pas pire que certaines régions de France. Les régions que vous voyez notamment en rouge et en orange, voilà, c'est un petit peu le niveau de la Nouvelle-Calédonie. Mais vous avez forcément entendu parler aussi en métropole du niveau des problématiques adressées par ces déserts médicaux. Je crois qu'il y a 6000 médecins qui manquent en métropole. Voilà. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien en Nouvelle-Calédonie, pas du tout. Hein. On est tous conscients, et ça a été dit à de nombreuses reprises en première partie, que bien sûr que la pénurie s'est encore renforcée, entre guillemets. Mais voilà, ça donne un regard de perspective par opposition, notamment avec la métropole, où j'ai envie de dire que selon les régions, la situation n'est pas forcément meilleure non plus. Quant à la question de savoir les zones en verte, vous imaginez bien qu'il y a aussi une logique de choix délibéré du médecin de s'installer dans des régions plus abordables ou plus propices à l'exercice, notamment le sud, etc. Mais ça, c'est des problématiques qui sont connues depuis de nombreuses années en métropole, quant au choix du médecin de s'installer là où il le souhaite. Mais qui en métropole aussi pose des questions, là aussi, d'accès et d'équité par rapport à l'accès aux soins. La deuxième grande partie que je voulais évoquer rapidement avec vous, c'est les dépenses de santé. Les dépenses de santé, alors je vais parler pour la CAFAD, donc le RUAM, le régime unifié d'assurance maladie-maternité, créé en 2002. Parce que comme on a l'habitude de le dire, et vous avez probablement entendu cette petite maxime, la santé, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, comment on fait pour associer le fait que la santé n'ait pas de prix, mais en régulant quand même le coût que peut avoir la santé? Alors, je vais peut-être commencer par une question. Alors, dans la salle, il y a des experts aussi qui sont tout aussi experts que moi, qui ont probablement la réponse, mais peut-être juste une première question pour introduire le débat. Selon vous, en moyenne par jour, je dis bien par jour, c'est quoi le niveau de dépense du RUAM? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, autre que trop, oui. Combien? Par jour, hein. Je parle en jour. Hein. Non, il n'y a pas de... C'est plus de 200 millions par jour. Voilà. C'est plus de 200 millions par jour. Hein. Je vous montre rapidement des chiffres du rapport de la clôture des comptes 2024. Qu'est-ce qu'a payé le RUAM en 2024? Donc le RUAM, il paye les prestations en espèces. Donc les prestations en espèces, c'est un petit peu un abus de langage qu'a fait. C'est toutes les personnes qui sont par exemple en arrêt de travail et qui perçoivent et qui ont une perte de salaire donc, et que la CAFAT indemnise sous forme d'indemnité journalière. Mais donc ça, c'est bien le RUAM qui paye ces indemnités journalières pour les salariés, les travailleurs indépendants, etc. Le RUAM, il paye aussi le secteur privé ambulatoire, donc typiquement la médecine libérale, c'est 26,1 milliards en 2024. Le RUAM paye également, bien sûr, l'hospitalisation privée. Donc là, on parle notamment de la clinique Inumania, c'est 10,3 milliards. Le RUAM paye le secteur public, donc les centres hospitaliers, le CHT, le CHN et le CHS. Alors, paye pas tout ce qu'il devrait, n'est-ce pas, Guilhem? Mais en tout cas, le niveau de dépenses là, il est de 28,8 milliards. Et les soins hors territoire, ça a un petit peu été abordé tout à l'heure, notamment quand on parlait des EVASAN. Oui, bien sûr, hein, la Calédonie, en dépit de ses infrastructures médicales, qui sont quand même très très bonnes, au-delà de la pénurie, hein, il y a quand même toujours besoin d'EVASAN. On est toujours sur plus de 1000 ou 2000 EVASAN qui sont faites chaque année. Et donc, ça a aussi un coût donc, pour le RUAM qui est d'environ 5,1 milliards. Bref, si vous faites la somme de tout ça, ça fait 74,6 milliards et que vous divisez par 365, ça fait donc 204 millions par jour.
Voilà pour la petite démonstration, mais j'aime bien donner toujours cet indicateur de 200 millions par jour. Pour une couverture, parce que c'est bien beau de parler de dépenses, donc pour une couverture quasi exhaustive de la Nouvelle-Calédonie, donc 259 000 assurés en 2024. Et alors en face de ça, on a des cotisations qui rentrent pour financer ces milliards plutôt, mais on n'a pas beaucoup de cotisations qui rentrent, a fortiori en 2024, vous l'imaginez, avec la crise du 13 mai. En 2024, on a encaissé 52,6 milliards de cotisations, à comparer aux 57,4 milliards qu'on aurait dû encaisser si toutes les entreprises avaient payé toutes les cotisations qu'elles devaient. Donc il y a un petit décalage déjà. Et puis il y a ce qu'on appelle des compensations, c'est-à-dire qu'on reçoit également de l'argent du gouvernement parce que certaines cotisations sont allégées pour certaines considérations. Et donc en contrepartie de ces allègements de cotisations, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui nous donne le manque à gagner que ça représente pour la CAFAT. Mais si vous faites la somme de tout ça, pardon, je suis allé trop vite. Si vous faites la somme de tout ça, vous voyez bien qu'il y a un écart quand même conséquent entre les dépenses, 74,6 milliards, et le niveau de compensation. Et donc ce trou, eh bien, il est en partie compensé par ce que les économistes appellent des ITAF, des impôts et taxes affectés. Donc en gros, c'est des subventions de la Nouvelle-Calédonie, donc soit de la Nouvelle-Calédonie elle-même, soit indirectement de l'État qui donne à la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, ça passe à l'Agence sanitaire et sociale qui le donne à la CAFAT. Mais donc, on voit bien, et pour reprendre une formule un petit peu médicale, qu'on a un régime unifié d'assurance maladie-maternité qui est sous perfusion. Pour le dire autrement, il est structurellement déficitaire. Donc là aussi, je ne suis pas en train de dire qu'on donne trop de santé, etc. Je dis juste que le point factuel, c'est que les dépenses sont largement supérieures chaque année aux recettes de cotisation. Et même avec les impôts et taxes qu'on affecte en plus, on n'y est pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque année, le déficit du REAM est tel qu'on est aujourd'hui sur des déficits cumulés d'environ une trentaine de milliards à peu près, et que le Medipol, notamment les centres hospitaliers, on paye ce qu'on appelle uniquement la dotation globale de fonctionnement, mais on ne paye pas les autres factures que nous devrions payer aux centres hospitaliers, ce qu'on appelle le hors dotation globale, ce qui, vous l'aurez compris, subséquemment, eh bien, crée des problèmes au CHT, le CHT, ça lui crée des problèmes avec ses fournisseurs, etc. etc. Vous voyez bien toute la propension que prennent ces difficultés. Le point quand même qui me semble important de vous montrer, c'est, ok, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais et en France ? En France, ils ont créé, depuis de nombreuses années maintenant, l'ONDAM, donc l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui est un outil de régulation des dépenses d'assurance maladie, parce qu'il ne faut pas se leurrer, en métropole, ils ont exactement les mêmes problématiques que nous, de comment contenir chaque année le coût de la santé. Ce qui est important de montrer au travers de ce graphique, tiré de l'OCDE, je crois, ou de l'adresse, c'est qu'en fait, malgré toutes les évaluations de politique publique qu'il y a en métropole, malgré tous les outils justement qui permettent de réguler la dépense de santé, eh bien, elle ne baisse pas. Et je vais même aller plus loin, en théorie, elle ne pourra jamais baisser. Au mieux, on peut la réguler. Alors, le graphique le montre. Alors, sur 2020, 2021, 2022, là, vous avez une hausse. Vous aurez tous compris que c'est un effet Covid. Mais au-delà de ces dernières années, vous voyez bien quand même que sur 20 ans, vous n'avez pas de baisse de dépenses de santé. Alors, là où je veux en venir, c'est que voilà, c'est très compliqué de faire baisser le niveau de dépenses de santé pour plusieurs raisons. D'abord parce que, aussi bien en France qu'en Calédonie, la population vieillit. Et on sait tous que plus on vieillit, plus le coût individuel de la santé est élevé. C'est normal. Parce que les progrès médicaux sont constants et qu'on ne peut pas imaginer dire un jour oui, là on peut te soigner, mais ça coûte trop cher, on ne va pas le faire. Ce n'est pas audible, en tout cas dans les sociétés contemporaines. Donc, il y a des médicaments qui sont de plus en plus coûteux, il y a des soins qui sont de plus en plus coûteux. La CAFAT, il y a des médicaments contre le cancer qui coûtent, la boîte de médicaments coûte plusieurs centaines de milliers de francs, par exemple. Voilà, il faut en avoir conscience, mais c'est le coût normal, c'est le coût de la santé. Et puis, donc il y a les progrès médicaux, la santé qui coûte de plus en plus cher, et le fait que si justement les caisses de protection sociale ne couvrent pas ces dépenses, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Qui va devoir les payer, ces dépenses supplémentaires ? Les ménages. Et si les ménages, leur part contributive, comme on dit, est trop importante, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ils ne vont pas consommer du soin. Et donc, on va recréer une situation qu'on a tout le temps voulu éviter dans l'histoire récente, qui est de lutter contre le non-recours aux soins. Et bien là, si justement, quelque part, les organismes de protection sociale ne suivent pas quand même un petit peu l'évolution et la hausse du coût de la santé, et bien ça va créer un reste à charge de plus en plus important pour les foyers. Et donc, les foyers les plus modestes, notamment, sont ceux qui ne se soigneront plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a toujours une forme de, calibration perpétuelle entre les aspects socio-économiques de la population,
le coût de la dépendance, l'allongement de la durée de vie qui est synonyme de consommation, de paiement d'impôts, etc. Et puis moi, ce que j'ai pu... Alors ça a déjà été aussi abordé, hein, parmi des pistes, mais je crois que c'est Jean-Baptiste Friat qui le disait tout à l'heure, il y a plusieurs pistes aussi qui pourraient nous permettre de sortir de cette situation. Quand tu parlais de changer de paradigme ou de logiciel, il y en a un que j'avais déjà vu en 2019 à l'EN3S, c'est notamment effectivement sortir de ce qu'on appelle le tropisme du soin. On a encore en métropole aujourd'hui, comme en Calédonie, hein, cette logique de on soigne, mais je pense, et ça n'engage que moi, je pense qu'on engage encore insuffisamment de moyens sur l'aspect prévention, la sécurité un petit peu active. Donc avant d'être malade, comment on fait pour justement garantir qu'une personne n'est pas malade? Je pense que mes collègues de l'Agence sanitaire et sociale pourront que dire que malheureusement, entre guillemets, l'aspect prévention n'est pas assez mis en avant. Je me permettrai de dire aussi que ça me paraît logique parce que, soyons clairs, ça n'engage que moi, Laurent Thomé, pas la CAFAT, mais c'est dur d'investir dans la prévention, surtout politiquement. Tout simplement parce que les effets de la prévention, vous les aurez à 15-20 ans, en fait. Et que dans 5 ou 6 ans, quand il faut défendre un bilan politique, ce qui est tout à fait normal, c'est compliqué de tirer les bienfaits d'une politique de prévention qui donnera des effets plus tard. C'est juste qu'il faut garder ça à l'esprit. Donc, on fait de la prévention, et je souhaite qu'on en fasse toujours un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué à porter, tout en gardant à l'esprit que si on doit augmenter les crédits sur la prévention, pendant ce temps-là, on ne doit pas baisser les crédits sur la santé. Parce que si vous dites à la population calédonienne aujourd'hui, on va baisser de 20% les soins, parce que vous comprenez, dans 15 ou 20 ans, vous serez moins malade, vous aurez bien compris que ça ne passera jamais. Donc ça veut dire qu'en plus, non seulement il faut investir dans la prévention, non seulement les effets sont dans 15-20 ans, mais il faut investir en plus de ce qu'on paye déjà au niveau du soin. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. Oui, merci. Merci, Monsieur Tolmé, pour votre propos à la fois concis et précis. On va passer maintenant à la prise de parole de Madame Watley. Du coup, vous voulez aller au pupitre, vous voulez rester ici, ça, à votre convenance. Ok. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Géraldine Watley, donc je suis directrice adjointe en charge des programmes à l'Agence sanitaire et sociale. Donc pour rappel, l'Agence sanitaire et sociale a plusieurs missions. Le financement, l'aide au financement des comptes sociaux, le financement des hôpitaux et aussi la prévention et la promotion de la santé dont je vais vous parler tout de suite. L'OMS considère que chaque dollar investi en prévention est un investissement pour générer 7 $ d'économie sur le système de santé. Vous avez vu qu'il y a 75 milliards de coûts pour la santé. Et encore, là, c'est les coûts directs de la santé. On n'a pas sur les pertes de productivité, etc., sur les coûts indirects. Et il faut savoir que la prévention en Nouvelle-Calédonie représente 250 millions de frais de fonctionnement et 390 millions de personnel, donc ce qui représente moins de 700 millions, donc moins de 1% des coûts de la santé. Nous, on a donc 8 programmes au sein de l'Agence sanitaire et sociale. Je vous les définis un petit peu. Donc, il y a le programme Baromètre Santé-Études qui est en charge d'évaluer les comportements en santé des populations. Donc, ce sont des études qui sont menées tous les 5 ans, donc une fois sur les jeunes, une fois sur les adultes, et qui ont pour objectif de faire un bilan de l'état de santé et comment se sentent les gens. Alors, par exemple, en 2019, le baromètre santé jeune disait qu'il y avait un jeune sur 2, donc 48% pour être exact, qui ne voit pas un professionnel de santé quand il est malade. Alors pourquoi? La majorité, c'est parce qu'ils pensent que ça va passer. Et l'autre, ensuite, c'est parce que je ne veux pas embêter et je ne sais pas où aller, ou alors c'est trop cher. C'est la vision des 10-18 ans. Pour les adultes, cette question avait été posée en 2021 et plus de 3 Calédoniens sur 4, donc 77%, ont déclaré avoir consulté un médecin ou un professionnel de santé dans l'année qui s'est écoulée. Les adultes de 18 à 64 ans sont 20% à déclarer rencontrer des difficultés pour consulter des professionnels de santé autant qu'ils le voudraient. On voit la différence entre 2015 et 2021 sur les délais d'attente d'un rendez-vous, ce qui explique, ce qui peut
En 2015, il y avait 4,6% des personnes qui ne rencontraient pas de difficulté de délai d'attente. Et en 2021, ça a triplé. Donc, il y a un délai d'attente supérieur. Nos programmes sont répartis en plusieurs. Donc, il y a la santé sexuelle et affective, où là, on essaie d'aller au plus proche des populations en développant des réseaux de gratuité de préservatifs ou en développant tout ce qui est santé communautaire et universalisme proportionné en santé. Les cancers féminins, on en parlait tout à l'heure, avec le dépistage du cancer du col, du sein et la vaccination anti-HPV. Donc les femmes reçoivent des invitations à venir se faire dépister gratuitement du cancer du sein tous les 2 ans et du cancer du col tous les 3 ans. Pour le cancer du sein, c'est entre 50 et 74 ans. Et le cancer du col, c'est entre 20 et 65 ans. Et en plus de ça, on vaccine contre le HPV. Alors c'est vrai que c'est des coûts qui peuvent paraître importants. Sauf que selon les recommandations de l'OMS, si on arrive à vacciner 90% des jeunes filles de 15 ans, qu'on arrive à dépister 70% des femmes et qu'on arrive à soigner 70% des femmes qui sont dépistées, on arrivera à éradiquer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. C'est ce que prévoit d'ailleurs l'Australie, qui a déjà beaucoup avancé sur la vaccination. Donc cet investissement sur le dépistage et sur la vaccination, c'est des coûts gagnés pour après, sachant effectivement, un traitement anticancéreux peut coûter environ 1 million par mois, 12 millions l'année, donc par personne. On fait des dépistages aussi en santé orale, donc on parcourt toute la Calédonie avec une caravane dentaire pour dépister les caries et aussi pour prévenir des caries. Donc on scelle les séments de sillon des premières molaires, des CP et des clisses pour éviter les caries, pour diminuer le coût dentaire après. Et on fait de la promotion du brossage, ce qui ne coûte rien. Par contre, là, c'est vraiment de la promotion de se brosser les dents. Et ça, c'est vraiment des... Voilà. On fait un dépistage du rhumatisme articulaire aigu, où on parcourt aussi la Calédonie pour tous les CM1 et CLIS, pour faire des échographies de tous les élèves afin de dépister le RA. Donc plus le RA est dépisté tôt, plus il va y avoir un traitement prophylactique et moins on aura de séquelles cardiaques, des vasanes et des coûts importants. Sur les pathologies de surcharge, on fait l'éducation à la santé, donc les étudiantes en ont parlé tout à l'heure. Donc sur le dépistage de la surcharge pondérale et du diabète, donc on aide à la prise en charge professionnelle des gens atteints d'obésité et de diabète. C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, en brousse, dans tout le territoire et à Nouméa. Et puis on paye des vacations pour les orthoptistes pour compenser la perte d'ophtalmologistes, pour aller dépister les rétinopathies diabétiques sur tout le territoire, où ils prennent des photos des fonds oculaires, des fonds d'œil, pardon, et ils transmettent à un ophtalmologue sur Nouméa qui, lui, va lire la photo et ça permet de dépister des personnes qui ne vont plus du tout chez l'ophtalmo. Normalement, un diabétique est censé aller 1 fois par an chez l'ophtalmologiste, il n'y va pas. Voilà. On a aussi, on paye des vacations aussi de podologues qui vont faire aussi le tour de la Calédonie et qui donnent des consultations de pieds diabétiques. Donc parce que effectivement, c'est pas pris en charge par la CAFAT, donc on compense cette dépense. En addictologie, on a des consultations sur l'ensemble du territoire en addictologie sur les 15-25 ans. Par contre, au-dessus de 25 ans, c'est le centre d'addictologie du CHS. Et on fait de la prévention dans tous les lycées et les collèges sur les addictions. Donc, il y a une séance de 2 heures au collège, une séance de 2 heures en lycée. Et de la même manière, en santé sexuelle, une séance de 2 heures au collège et une séance de 2 heures au lycée. Voilà, j'ai pris un peu le train pour vous faire un peu une vision globale de ce que faisait l'Agence sanitaire et sociale. Alors nous, on a plusieurs problématiques. Si je parle du cancer féminin, par exemple, l'Agence sanitaire et sociale a mis en place au PSN de Koné un mammographe
sauf qu'on n'a plus de professionnels de santé pour le faire marcher. Donc, les femmes du Nord ne peuvent plus se faire dépister du cancer du sein. Donc, on a trouvé une parade pour l'instant, en attendant, grâce à la province Nord qui nous aide et grâce aux libéraux de la province Sud qui nous aident à descendre les femmes du Nord pour qu'elles viennent faire leur mammographie de dépistage à Nouméa, parce que ça fait plus de 2 ans qu'elles n'ont pas eu de dépistage. Donc, il y a une quantité de femmes assez impressionnante à faire descendre. Donc, c'est une solution d'attente, mais on aimerait quand même qu'on puisse arriver à faire monter des radiologues et des manip radio qui soient agréés, bien sûr, pour faire du dépistage, parce qu'on a un mammographe qui est tout seul et qui ne marche pas là-haut, qui est aux normes, auquel on fait des contrôles qualité tous les ans. On a essayé de faire monter une équipe qu'on avait piquée au CHT pour une semaine de dépistage en octobre là-haut. Ça nous a coûté 1 million, juste pour une semaine. Donc c'est quelque chose qui n'est peut-être pas trop entendable. Donc voilà, donc là on a une pénurie. Sur aussi, on comptait beaucoup aussi sur le dépistage des caries dentaires. On comptait beaucoup sur les provinces, sur la CAFAT, qui avait un centre qui nous aidait beaucoup à la Rivière-Salée pour faire le dépistage des élèves de CP, et les mutuelles. Et toutes ces structures soit n'existent plus, soit se sont recentrées sur le soin. Et donc, notre caravane n'arrive plus à faire le tour. D'autant qu'en province Nord, ils n'ont plus qu'un seul dentiste. Donc, c'est sûr que le dentiste, il fait du soin pur et de l'urgence, je pense. Donc, c'est sûr que là, nous, on souffre de cette pénurie-là. Et puis, en addictologie, on essaye de compenser un peu aussi la pénurie en proposant des formations qui s'appellent les RPB, pour les repérages précoces et interventions brèves en addictologie, pour aider les professionnels de santé à repérer des situations d'addiction rapidement et à pouvoir les orienter. Mais après, faut-il encore pouvoir les orienter chez des professionnels de santé? Je suis un peu pessimiste, mais je suis dans la réalité. Donc voilà un petit peu les difficultés qu'on rencontre et ceux auxquels on essaye de compenser. Sur le rhumatisme articulaire aigu, on est obligé de faire appel aussi à des cardiologues. Donc ce sont des cardiologues ou des urgentistes qui font le tour de la Calédonie pour faire ces vacations de dépistage. Et ensuite, les enfants qui sont dépistés doivent être revus pour confirmation. Il faut savoir qu'il y a 150 enfants environ qui sont dépistés par an positifs ORA, donc qui ont une cardiopathie rhumatismale chronique de type A, B, C ou D, rarement D, mais plutôt A ou B. Et ces enfants doivent être ensuite suivis par un cardiologue. Et la pénurie de cardiologues commence à nous peser un petit peu. Donc on est en train aussi de trouver des parades en proposant, on va essayer de proposer l'an prochain, avec l'Université de Bordeaux, un diplôme universitaire d'échoscopie pour que certains médecins ou infirmiers puissent aller faire du pré-dépistage et que les cardiologues ne se concentrent que sur les confirmations et les suivis de ces jeunes enfants. Voilà. Il faut savoir que ces enfants qui sont dépistés en CM1 doivent être suivis après jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Et donc, du coup, ils doivent avoir un suivi régulier. Donc, c'est vrai que cette pénurie de cardiologues est aussi problématique pour nos programmes de prévention. S'il ne s'agit pas de dépister, après, si on ne peut pas soigner, ça reste complexe. Voilà. Merci pour vos propos. On va essayer de continuer. Avant de passer la parole, juste, je voudrais rebondir sur 2 chiffres qui ont été donnés dans les premières interventions. Monsieur Tolmé a parlé de 23% du PIB. Pour avoir un ordre indicatif, en métropole, on est à 10 points inférieurs. On est autour de 13% du PIB sur le coût de la santé. Et sur la prévention, puisque pour préparer avec les étudiants cette conférence, on a essayé de chercher des données. Vous êtes 30% inférieur à la moyenne de la métropole, oui, sur la prévention. Oui, normalement, en métropole, je crois qu'on est à 2,5 ou 3 ou 5% des coûts de la santé qui sont... Alors, ça dépend comment on compte. 2,5 si on compte purement Sécu, si on rajoute le travail des conseillers généraux, des conseillers départementaux, pardon, qui ont toute une action prévention, on est un peu plus haut, voilà. Effectivement. Et par rapport aux autres pays, si on veut se comparer un petit peu, alors on est un petit peu meilleur que l'Australie, ou enfin on est
Voilà, un peu dans la même lignée que l'Australie. Par contre, on est sur les pays d'Europe du Nord qui sont vraiment très bas. très performants en termes de prévention. Le Canada, la Finlande, tous ces pays du Suède, Nord, Norvège, Norvège, sont assez performants en prévention et en... Ouais, ils arrivent à quasiment 7-8% de... C'est ça, exactement. Ouais. On va passer... Du coup, les étudiants ont souhaité, dans l'organisation de la table ronde, entendre nos collègues de l'IRD, qui, et ça a été dit en propos liminaire par les étudiantes, qui réfléchissent à comment on peut intégrer finalement d'autres conceptions de la santé que cette vision très, on va dire, occidentale. Monsieur Naouia, je vous laisse la parole d'abord et ensuite vous donnez la parole à Monsieur Chassaigne. Merci. Je voudrais d'abord remercier les étudiants de master d'avoir organisé ce colloque, ce moment de rencontre, de nous inviter, parce qu'il est important dans ce genre de colloque de mêler les différentes sciences, parce que les différentes sciences peuvent apporter des différentes solutions. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup et surtout vos encadrants aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc la santé n'est pas, enfin, en tout cas pour moi, n'est pas. Il y a plusieurs visions de la santé, et notamment il y a la vision de la biomédecine, mais il y a aussi la vision Canac de la santé. Et c'est une affaire non pas seulement de soins, mais aussi l'alimentation, il y a aussi le bien-être. Et tout ça, c'est un ensemble, c'est une vision un peu holistique de la santé et qui rejoint, en fait, c'est le Canac. Et d'ailleurs, l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et on voit ça, si on regarde la conception de la santé en milieu Canac, eh bien, en milieu Canac, la santé, en fait, c'est le résultat de trois choses, de trois éléments. Vous avez l'individu, vous avez l'environnement et vous avez le milieu social dans lequel cet individu s'inscrit. Et l'ensemble fonctionne en harmonie, géré, régi par une discipline de vie. Et la maladie, là-dedans, va se manifester par un déséquilibre de cet ordre établi. Donc, vous voyez, on voit bien ici que la santé en milieu Canac, c'est une vision, je vais employer le terme, une vision holistique de la santé. Ce n'est pas l'individu lui-même, c'est l'individu, son environnement, sa relation avec la société à laquelle il se rattache. Donc, depuis la nuit des temps, donc le Canac, mais pas le Canac, mais les honneurs, ont établi une relation très étroite avec la nature. Donc, ils ont réussi à domestiquer la nature, ils ont réussi à identifier les espèces animales et végétales, les classer en fonction de leurs usages et de leurs vertus. Par exemple, vous allez voir des plantes qui sont utilisées pour des catégories, se déplacer, se nourrir, des plantes qui sont utilisées pour justement se soigner, et des plantes qui sont utilisées pour maintenir la culture. Donc, vous avez différentes sortes de plantes. Et donc, petit à petit, on voit émerger une pharmacopée traditionnelle. Donc, en fait, la pharmacopée traditionnelle est née d'un empirisme, parce que les gens sont au contact de la nature tout le temps. Et donc après, grâce à ça, l'homme, et ça c'est des problèmes qu'on rencontre aussi, le Canac au milieu de ça a établi des relations de respect mutuel entre lui et la nature, parce qu'il sait très bien que s'il commence à détruire la nature, il va détruire sa pourvoyeuse de nourriture, sa pharmacie, etc. Donc, il y a toutes ces règles de gestion qui ont été mises en place et, pour la nature. Comment donc le Canac, je vais y aller assez vite parce qu'on n'a que 5 minutes chacun. Comment le Canac ici se soigne et comment ils mettent en place des parcours de soins. Alors d'abord, le Canac, il va identifier
les causes de sa maladie en interrogeant continuellement ses rapports avec la nature, avec la société dans laquelle il vit. Et il va essayer de situer, il va essayer de voir pourquoi il est malade. Donc, il va le faire tout seul. S'il arrive, il va s'aider des personnalités. Il y a des personnalités connues dans la médecine traditionnelle, comme par exemple le voyant et le guérisseur, et en suivant comme on appelle, des chemins coutumiers bien établis. Donc, ça, c'est la façon dont le Kanak va se soigner. Et une fois que les causes de la maladie sont identifiées, donc ici, on peut commencer ce qu'on appelle des protocoles de soins. Mais il y a tout un travail en amont. C'est aussi la caractéristique de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un pays de diversité, c'est un pays de pluralisme. Mais ici, on voit souvent, et d'ailleurs les praticiens, vous le voyez, très souvent, vous voyez que les malades Kanak font appel tour à tour à des tradipraticiens ou chacun à son tour. En fait, pourquoi cet état d'esprit? Parce qu'en fait, pour les Kanaks, tant que leurs symptômes ne vont pas évoluer les symptômes, ils vont continuer à chercher des solutions. Donc, ils vont chercher à interroger la biomédecine, mais aussi à interroger la médecine traditionnelle. Donc, voilà, c'est quand même un problème. Enfin, c'est pas un problème, on voit bien l'état d'angoisse qu'a le Kanak quand il est malade, parce que lui, il se pose tout le temps la question, même s'il va chez le médecin, etc. Dans ce parcours de soins, on voit ici que le Kanak n'est pas passif, en fait. Le Kanak, il est acteur de sa santé. Il va aller chercher, il va s'aider de sa famille, il va s'aider des personnalités clés pour situer sa maladie. Et donc, il n'est pas un simple consommateur de médicaments. Dans le système de parcours de soins chez les Kanaks, c'est un parcours qui peut être long parce qu'il y a des chemins coutumiers, parce qu'il faut connaître les gens, etc. Et on ne va pas comme ça. Voilà. D'autre part, là, il y a la consultation, l'accessibilité aux médicaments Kanak. Et c'est là où le point que je vais en venir, l'accessibilité aux médicaments Kanak, pour l'instant, reste très souvent au Kanak. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, c'est très rare. C'est très rare qu'on voit des Européens aller voir les guérisseurs Kanak. Ça, c'est très, très rare. Donc, ça reste encore du domaine Kanak et mal connu des autres communautés. Alors, c'est aussi dans ce sens-là que nous avons mis, nous, en place à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ce qu'on appelle un DU, c'est le DU d'ethnomédecine, qui permet de sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi les tradipraticiens sur l'utilisation de ces deux médecines. Et surtout, faire dialoguer ces deux médecines et éviter qu'il y ait des accidents malheureux, quoi, parce que vous voyez au CHT, les gens utilisent des médicaments traditionnels, mais on n'en parle pas sur médecin. Et du coup, ça peut avoir des interactions médicamenteuses et tout ça. Autre chose que je voulais en parler là-dessus, donc l'accessibilité aux soins primaires par la biomédecine, c'est rendu accessible depuis quelques années grâce à la mise en place de l'AMG. L'AMG, ça permet beaucoup de gens au nord, aux îles, au sud, d'accéder à la médecine traditionnelle. Mais c'est un effet contraire, ça veut dire ça rend le Kanak dépendant de la consommation. Il y a la thèse dont vous me parlez tout à l'heure, nous on appelle ça la génération Doliprane. Le moindre petit bobo, les gens ils vont dans les pharmacies, ils vont acheter des Doliprane pour consommer. Or, on a un trésor de plantes médicinales qui sont chez nous qui peuvent très bien suppléer à ça. Et puis, et puis ça génère des coûts de santé. On a parlé de l'or là depuis ce colloque-là.
Donc, pour conclure, je vais passer la parole à mon collègue. Donc, pour moi, les études sur la médecine traditionnelle et la pharmacopée traditionnelle doivent permettre une meilleure connaissance de ces remèdes, faire dialoguer les différents systèmes de santé, rendre une partie de ces remèdes accessibles au plus grand nombre et répondre en partie aux recommandations de l'OMS, qui est l'intégration dans les soins primaires par la médecine traditionnelle. Et puis, je veux dire que petit à petit, il faudra penser à une reconnaissance de la médecine traditionnelle dans la médecine classique ou dans la biomédecine. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle François Chassagne. Tout d'abord, je voudrais remercier donc, les étudiants qui ont organisé cette session et puis également leurs responsables de département, de master. Et donc, voilà, merci beaucoup de nous avoir invités. Moi, je travaille avec Édouard depuis peu. En tout cas, depuis la métropole, depuis déjà 3 ans. Je viens d'arriver sur le territoire, ça fait 6 mois. Je suis chargé de recherche donc à l'IRD. On est tous les deux spécialistes des pharmacopées traditionnelles et de l'étude donc de ces pharmacopées, de l'étude de la médecine traditionnelle, et notamment la médecine traditionnelle kanak. Et en fait, notre rôle, pour vous expliquer un peu ce que fait concrètement le chercheur, donc c'est effectivement d'avancer en fait vers l'intégration de ces systèmes, de ces médecines traditionnelles en fait, dans les systèmes de santé officiels. Et pour avancer vers cette intégration, on a besoin d'une validation scientifique, on a besoin en tout cas de preuves scientifiques qui démontrent que ces plantes, ces produits sont efficaces et sont pas toxiques. Donc voilà, on travaille là-dessus et on a deux étapes, en fait, deux points importants deux parties importantes dans notre travail. Le premier, donc, c'est de faire on fait des enquêtes ethnobotaniques, déjà pour décrire en fait ces savoirs, parce que ce sont des savoirs qui sont finalement assez peu connus. Donc, on essaye de faire un petit état des lieux déjà de savoir ce que les gens utilisent comme plantes, quelles sont les parties de plantes utilisées, quels sont les les usages qui sont faits, les méthodes de préparation, les méthodes d'administration et puis les posologies, donc combien de fois on les utilise par jour, pendant combien de jours, etc. Donc ça fait partie de notre travail. Donc c'est aussi donc on a un étudiant en ce moment qui est sur le terrain, qui interroge des gens justement pour essayer de faire un point actuellement, parce qu'on a des données qui datent des années 70-80 qui commencent un peu déjà à dater. Donc on a un étudiant en ce moment qui est en train de faire un petit bilan sur les plantes et les produits qui sont les plus utilisés donc auprès des différentes populations, kanak, mais aussi les autres communautés de Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est une première partie du travail. Et puis la deuxième partie, donc, c'est lié à cette validation, donc, comme je disais, d'efficacité, en tout cas, essayer de voir si ces plantes, ces produits peuvent être efficaces et surtout pas dangereux. Et donc, pour faire ça, donc, on fait des études phytochimiques. On essaie d'avoir un peu plus d'informations sur la chimie des plantes qui sont utilisées et aussi de faire des tests pharmacologiques où là, on va essayer donc de voir si c'est par exemple, si les plantes sont utilisées pour traiter des infections cutanées, si ces plantes ont des réelles propriétés antibactériennes, par exemple, ou peuvent avoir aussi des propriétés anti-inflammatoires, etc. Donc ça, c'est notre travail de tous les jours. Ce qu'on constate en Nouvelle-Calédonie, c'est que finalement, la médecine traditionnelle, les plantes sont très utilisées encore aujourd'hui. Alors, on n'a pas de chiffres exacts. C'est un peu... D'ailleurs, il faudrait lancer une enquête épidémiologique, mais c'est
ça serait, il faudrait qu'on s'associe à des épidémiologues pour faire ça, parce que c'est moins de notre ressort. Mais voilà, donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le constat, c'est qu'on voit quand même que les gens utilisent encore beaucoup de plantes, que ce soit pour traiter principalement les affections du système respiratoire, donc les troubles, on peut avoir des problèmes assez classiques, hein, sont souvent d'ailleurs des maladies qui sont bénignes et qui sont communes, hein, comme les rhumes, les grippes. On a les problèmes cutanés chez les enfants, varicelles. On va, voilà, les furoncles, ce genre de choses. On a également tout ce qui est problème du système digestif, donc diarrhée, qui sont beaucoup traités, constipation, etc. Et donc à chaque trouble, chaque affection, vous avez donc des plantes dédiées, des remèdes en fait, parce que finalement je parle de plantes, mais c'est des remèdes qui sont utilisés, c'est-à-dire des associations de plantes, bien souvent, qui peuvent être plus ou moins complexes en fonction des remèdes. Et donc, voilà, il y a un constat que c'est encore existant. Et pour donner quelques exemples de plantes qui sont très utilisées, vous avez notamment, en tout cas, celle qui apparaît le plus dans ce que fait Cédric là sur le terrain, c'est notamment donc l'utilisation de l'arnica kanak, du niaouli, très utilisé donc voilà, pour traiter les états grippaux, les rhumes. Et on sait que notamment le niaouli, on connaît bien cet arbre, les feuilles, et on sait que ça contient des composés qui sont actifs, comme l'eucalyptol, hein, qui donc ont des réelles propriétés expectorantes, antiseptiques. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus, mais peuvent aussi présenter certaines toxicités, et notamment chez les enfants. Donc on a travaillé avec Édouard donc sur un projet, notamment sur la médecine traditionnelle chez les enfants. Et le niaouli, en fait, l'eucalyptol, en fait, l'eucalyptol qui est présent dans les feuilles de niaouli peut engendrer en fait des convulsions chez les enfants de moins de 3 ans. Donc du coup, à éviter chez cette population, qui sont des populations plus fragiles. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir peut-être un regard aussi scientifique sur ces usages-là. Et voilà, c'est notre travail. À côté de ça, ce qu'on sait aussi, c'est que les plantes sont quand même, en tout cas, le recours à la médecine traditionnelle fait partie du premier recours, en fait, en tout cas, particulièrement dans la population kanak, d'accès aux soins. En tout cas, les gens se tournent majoritairement vers les soigneurs kanak ou les guérisseurs kanak ou les plantes en automédication, plutôt que du coup le médecin. Donc en centre de santé ou en libéral, et donc c'est vraiment le premier recours. Donc ça, c'est aussi un autre constat important. Et puis ce qu'on a pu constater aussi, c'est cet impact post-émeute, je pourrais dire, post-événement de l'année dernière, où en fait on se rend compte que les gens, après ça a été plus ou moins dit déjà, les gens ont moins d'argent, vont moins chez les médecins, parce que voilà, il faut payer le ticket modérateur, et ils peuvent pas le faire, et ils n'ont pas le temps d'attendre de se faire rembourser, et du coup ils utilisent ces remèdes traditionnels. Ils se tournent plus vers les remèdes traditionnels. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu constater en interrogeant les personnes sur le terrain. Donc voilà quelques éléments un peu on va dire factuels sur l'usage de la médecine traditionnelle actuellement en Nouvelle-Calédonie. Et l'idée, en fait, nous derrière, donc comme on le disait au début, c'est d'avancer donc vers l'intégration donc de ces pratiques, alors certaines de ces pratiques, donc dans le système de santé officiel. Et pour ça, en fait, on travaille notamment à l'établissement de monographies. Donc une monographie de plantes. Donc monographie, c'est quoi? C'est en gros, hein, pour vous expliquer, c'est des modes d'emploi, des notices d'emploi. Comme vous avez des notices d'emploi dans votre Doliprane, l'idée c'est de faire aussi des notices d'emploi de plantes, pour que les gens, notamment,
puissent voilà, savoir dans quel cas on peut les utiliser, même si la plupart des gens le savent, mais il y en a d'autres qui aimeraient savoir et qui aimeraient avoir aussi ces connaissances-là. Donc c'est aussi le diffuser à d'autres personnes donc qui aimeraient avoir cette connaissance, et puis aussi approfondir les connaissances des personnes qui sont déjà au courant de tout ça, mais qui peut-être ne connaissent pas tout. Donc c'est ça l'idée. Donc on travaille à ça, et notamment donc, comme je dis encore, avec la thèse de Cédric, donc qui aura pour but aussi d'établir des monographies de plantes. Il y a déjà des monographies de plantes qui sont disponibles sur des plantes qui sont bien connues de par le monde, parce qu'elles sont des plantes introduites, notamment le goyavier, par exemple, qui est une plante, la plante, je dirais, tropicale du traitement des diarrhées. Et l'OMS a déjà fait des monographies. Donc c'est des choses qui peuvent, en tout cas, en termes de solutions, si on parle de trouver des solutions, ça peut être quelque chose qui peut être mobilisable assez rapidement, diffuser de ce genre de monographie auprès des populations pour encadrer ces pratiques-là, en disant voilà, si vous avez tel ou tel symptôme, que ça dure tel ou tel temps, peut-être orientez-vous vers les médecins, évitez ça en automédication, mais en automédication, vous pouvez le faire dans certaines conditions, utiliser ces plantes, le goyavier par exemple pour les diarrhées, et comment l'utiliser, etc. Et ça peut permettre de décharger peut-être les médecins libéraux en centre médico-social, etc. Pour les aider aussi, et donc améliorer en fait cet accès aux soins, donc cet accès à la santé. Voilà, et puis finalement, juste pour dire deux, trois choses aussi sur l'idée aussi derrière, c'est d'avancer aussi sur une meilleure connaissance de la qualité en fait des plantes médicinales, parce que en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les plantes, en fonction de là où on va les collecter, du moment de la collecte, de la saison de collecte, etc., la chimie, en fait, la composition chimique peut varier. Donc, si ça impacte les composés bioactifs, donc il peut y avoir soit une concentration des composés bioactifs, soit alors une diminution des composés bioactifs, et donc ça peut évidemment impacter l'efficacité et voire même avoir une toxicité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, et aussi on travaille là-dessus. On a aussi un projet là-dessus pour savoir justement si on collecte, donc on va en tout cas sélectionner 5 plantes qui sont très utilisées en médecine traditionnelle ici, et on va essayer de les collecter dans différents endroits de Nouvelle-Calédonie, différents sols, pour savoir justement si il peut y avoir une variation pour ces plantes-là spécifiquement. On sait que ça arrive dans d'autres plantes, mais pas sur toutes les plantes qui sont utilisées sur le territoire. Voilà, voilà. On continuera dans la discussion. Oui, ouais. Ouais. Mais c'est passionnant en fait, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a peut-être des solutions à aller chercher qui, dans un parcours de soins, peuvent alléger. Et finalement, les étudiants avaient souhaité, donc, quand on a préparé la table ronde, de vous écouter, Monsieur Mestre. Du coup, vous voulez aller là-bas? Ouais. Allez, c'est parti. Vous avez une souris, si vous voulez, sans fil, du coup. Merci. C'est celui-ci. Voilà. Donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. C'était juste pour vous faire un petit focus sur le CHT, Gaston Bourré, suite ce qu'on appelle, nous, l'évolution des effectifs et l'impact que ça a sur l'offre de soins du CHT. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous montrer l'évolution du CHT, donc qui sortait quand même après 2 ans de Covid d'une situation un peu compliquée, et donc qui en 2023 s'était reparti à la hausse à la fois sur l'activité et sur les effectifs. Et vous voyez un peu notre fluctuation au niveau à la fois du capacitaire en lit que nous avons dû fermer. Parce que nous, l'impact direct, c'est que pas d'infirmières, pas de médecins, on est obligé de fermer des lits pour prendre en charge correctement les patients. Donc, on décalage à peu près notre pourcentage de fermeture de lits. Donc, vous voyez, on a eu, là, c'est pour de mémoire en médecine. Donc, la baisse d'effectifs en médecine nous fait fermer des lits, et actuellement, on est à moins 30 lits. La même chose sur la chirurgie, donc avec un impact aussi direct.
avec des fermetures de services, hein, parce que le CHT a dû fermer des services entiers, donc notamment la chirurgie dite polyvalente. Et alors bien sûr, quand on ferme, les autres services prennent en charge les patients, hein, il n'y a personne qui est mis dehors, hein, mais voilà, ça nous a obligé le CHT à être assez réactif chaque semaine pour pouvoir anticiper à la fois les pertes les personnels qui partaient, qui n'étaient pas remplacés. Donc nous, on a un très gros volume. Tout à l'heure, j'entendais 30% du volume de personnes qui partent. C'est exactement notre volume de personnes, de turnover soignants au CHT tous les ans, c'est 30%. Donc il nous faut cette masse de personnel qui vient exclusivement de la métropole pour venir, entre guillemets, compenser les pertes qu'on n'a pas eues malheureusement suite aux émeutes. Donc les points les plus critiques que nous on observe, c'est surtout les urgences et l'USIC. Donc c'est tout ce qui est les plateaux dits techniques. Donc là, avec des lits où le CHT étant le seul établissement de référence de la Nouvelle-Calédonie, nous oblige un petit peu à garder des capacités, notamment pour tout ce qui est le plateau technique, la réa, parce qu'on est la seule du territoire, la néonate, la réa néonate, parce que nous sommes aussi la seule sur le territoire, avec des grosses non pas des difficultés à évassaner, mais c'est la pathologie des patients qui font que les évassanes sont très compliquées, même si on n'a eu aucune rupture dans les évassanes, notamment vers l'Australie, même pendant les émeutes, tout ça a été très bien géré avec les services de la CAFAT. En gros, voyez un peu ce que nous oblige à jongler, hein. Donc ça, on parle des salles de bloc opératoire. Donc actuellement, donc, le Medipol, le gros Medipol, c'est 14 salles d'opération normalement prévues. Il y en a 12 à la clinique. Et actuellement, on en pouvait en ouvrir déjà que 6, hein, avec les effectifs que nous avons actuellement. Aujourd'hui, on est à 4 salles de bloc opératoire ouvertes. C'est à peu près la même chose à la clinique, hein. Ils sont à peu près aussi à 4 salles de bloc opératoire. Ça veut dire que forcément, on a des délais qui s'allongent sur tout ce qui est programmé et tout ce qui est urgence. Donc j'entendais tout à l'heure les pertes de chance. On ne peut pas dire encore qu'il y ait des pertes de chance, on dit qu'il y a des allongements. Alors forcément, ceux qui sont programmés, quand on arrive à les déprogrammer et que ça devient une urgence, on les prend après en urgence. Cette problématique, elle est partagée avec nos collègues de la clinique avec qui on est en lien, et on essaye au mieux. Donc on fait appel à des missionnaires. Donc Rothschild, c'est un institut d'ophtalmo, donc on avait des soucis pour les ophtalmos. Ils sont venus nous aider pour prendre en charge, mais ce n'est encore que ponctuel. On ne pourra avoir une stabilisation des effectifs qu'en fin d'année au mieux. Ça, c'est selon nos projections. Mais vous voyez quand même que nous, le personnel qui nous sert à ouvrir les salles n'est pas en nombre suffisant pour permettre une réouverture des salles. Idem pour, j'entendais les kinés et comment ça s'appelle, les marmes, c'est-à-dire les techniciens de radiologie. Là aussi, on a des difficultés à pourvoir à tous les postes. Donc forcément, on a une offre de soins qui est en deçà de ce qu'on pourrait avoir au CHT. Alors, pour le capacitaire, la synthèse, c'est qu'on n'a pas d'évolution majeure sur le premier semestre. Il n'y a plus de dégradation. Nous, on estime qu'on est sur un plateau, que ça peut que repartir à la hausse si tout est stabilisé, encore une fois. Mais on ne va plus avoir les grosses périodes difficiles qu'on a eues. Les plus grosses périodes, on est en train de les avoir maintenant, parce que ce qu'on appelle l'été métropolitain en Nouvelle-Calédonie nous pose énormément de problèmes au niveau des recrutements. Parce qu'en métropole, les hôpitaux et les professionnels de santé sont en vacances ou alors sont pas disponibles. Et là, actuellement, donc juillet, août, ce seront des mois les plus compliqués. On a assuré pour l'instant tout ce qui était les plateaux techniques, c'est-à-dire notamment la réa et la pédiatrie. On n'a pas baissé beaucoup sur ces trucs-là parce que nous sommes l'hôpital de référence et qu'on ne pouvait pas non plus se permettre de trop baisser. Après, on a des activités très fluctuantes, notamment sur le pôle mère-enfant, hein, parce qu'il nous faut assurer la prise en charge. On a des signaux un peu d'alerte, notamment du Nord. Hein. Il faut savoir que quand les dispensaires, quand l'hôpital du Nord ferme, il y a un impact direct à la fois sur les urgences et sur nos capacités de projection. Hein. Donc nos sorties SMUR, comme j'entendais parler tout à l'heure, sont en augmentation considérable. Nos moyens aussi déployés sont aussi limités, hein. Donc on n'a pas toute la possibilité. On avait 3 équipes pour aller récupérer des malades hors de l'hôpital. On n'a plus que 2, donc une équipe médecin-infirmier. Donc forcément, on est limité là-dessus. Et cette problématique de l'offre de soins territoriale a un impact direct sur le CHT. Pour autant, on n'a pas de remarqué de surmortalité.
hein, donc ça c'est clair, en tout cas à l'hôpital. Donc il n'y a pas eu de surmortalité. Et ce qu'on observe le plus, c'est la fatigue des équipes qui restent. Donc avec une charge de travail, nous on a un compteur d'heures supplémentaires qui a tendance à exploser, et que pour l'instant, les recrutements que l'on fait, on les met prioritairement à la récupération de ces heures supplémentaires pour éviter justement un absentéisme qui serait dû à la charge de travail qui est trop importante. Voilà. On a des grosses inquiétudes, c'est sur les infirmiers spécialisés. J'entendais la possibilité de les former sur le territoire. On n'a pas d'institut de formation d'infirmiers spécialisés sur le territoire. Alors déjà, l'école d'infirmières n'est pas assez en mesure de nous fournir le nombre d'infirmiers qu'il faudrait. Nous, on a estimé à 200 infirmiers par an qu'il nous faudrait un minima pour pouvoir faire face à toutes ce roulement. Donc, vous voyez bien qu'on en est beaucoup loin. On en est loin parce que l'école d'infirmières, elle ne peut pas former plus de 30 infirmiers par an. Donc, on est forcément obligé d'avoir des infirmiers de métropole. Et on n'a pas non plus, surtout, les infirmiers dits spécialisés, infirmiers de bloc, infirmiers anesthésistes, et puériculteurs, et maintenant infirmiers en pratique avancée. Parce que ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Des infirmiers en pratique avancée qui vont pouvoir décharger aussi les médecins. Et les améliorations commencent à arriver, ce que je vous expliquais, avec moins de tension sur les techniciens de labo et les manipulateurs en électroradiologie. Voilà, on a un gros souci sur la rééducation, où on a fait appel au privé libéral pour nous aider parce qu'on n'arrivait pas à avoir suffisamment de personnel stabilisé. Bon, les perspectives médicales sont plutôt stabilisé, voire un peu en amélioration. Donc, notre gros souci, c'était l'hépato-gastro-entéro. Donc, même si on a les privés qui participent, mais on a besoin d'avoir aussi des spécialistes que notre privé n'a pas. Donc, on fait appel à des missions de métropole. Donc, on a pris le parti au niveau médical de ne pas se lier qu'avec un seul établissement qui aurait pu être le CHU de Bordeaux, mais de faire un peu le tour de France de tous les CHU, ou les établissements spécialisés, pour avoir des ressources par pôle. Donc l'hépato-gastro, on a trouvé Rouen, donc on va avoir une mission qui va arriver. Après, voilà, le problème, c'est que c'est des points particuliers, mais que c'est pas sécurisé de manière pérenne. La pédiatrie, donc on a aussi des renforts qui sont prévus. L'ophtalmo, on devrait être en capacité fin août d'avoir les ophtalmos, et notamment des ophtalmos pérennes, c'est-à-dire des assistants et des praticiens hospitaliers. Donc on aura, je pense, une bonne nouvelle en fin d'année. Et notre gros point de vigilance est essentiellement l'oncologie, parce que notre oncologue est tout seul et on n'a pas des visus après le mois de septembre-octobre. Et nous, ça nous pose d'énormes problèmes parce que la clinique ne pourra pas à elle seule prendre en charge toute l'oncologie du territoire, même s'ils ont un recrutement, qu'ils ont 3 oncologues, eux, en poste de chez eux, mais on a une grosse demande au niveau de l'oncologie. Je crois que c'était tout sur... voilà, j'ai fait court. Merci. Merci beaucoup. Par rapport à l'école d'infirmière, vous dites 30, j'ai regardé, puisque j'ai toujours pris le Tarn, mon département des références, parce qu'il ressemble en termes de démographie. Un département français classique forme 250 infirmières par an. Sur 2 écoles, en l'occurrence, 130 à Albi et 70 à Castres. Donc, si je retiens ce qui a été dit dans cette table ronde, c'est la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, avec une difficulté de financement de la CAFAT. Alors, peut-être pas assez de cotisations, pas assez de taxes affectées à voir, ou un coût de la santé très élevé, puisqu'il est ici à 23% du PIB, alors qu'il est plutôt autour de 14, entre 12 et 14 en métropole. La possibilité peut-être de réfléchir à l'intégration des parcours de soins Canac et de la médecine traditionnelle, qui peut alléger les structures de soins traditionnelles. Et par contre, ce que je retiens des 2 tables rondes, peut-être, c'est une vraie résilience à la fois des provinces nord, des provinces des îles, c'est-à-dire une capacité finalement dans l'adversité des différents acteurs qui se sont exprimés ce matin à essayer de faire au mieux, de parer au plus pressé, et en tout cas d'essayer déjà de tracer un chemin d'une santé désirable pour la Nouvelle-Calédonie. Des réactions, vous avez eu des temps de parole, est-ce que quelqu'un veut réagir sur des prises de parole d'un collègue, ou quelqu'un dans la salle a peut-être envie de s'exprimer? Donc du coup, là, il y a quelqu'un en haut. Le monsieur avec le polo vert.
Bonjour, je suis François Delbois. Je suis le vice-président de l'Alliance des infirmières calédoniennes et aussi le président de l'Opus, l'organisation des professionnels et des usagers du système de santé calédonien, qui existe depuis 2022 pour ceux qui le connaissent. Et donc, très heureux, je vous remercie beaucoup d'avoir organisé ce colloque aujourd'hui, de faire circuler la parole de cette manière-là. Et je pense que c'est un des éléments de solution, ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de réunir autour de la table les différents participants au système de santé. Alors bon, c'est vrai qu'il y a le système de la santé de ville qui n'est pas vraiment présente aujourd'hui autour de cette table, mais c'est pas grave, en tout cas, on prend la parole. C'est une des solutions. Ne serait-ce qu'en vous écoutant aujourd'hui, j'entendais, ne serait-ce que sur la prévention, on disait, voilà, il y a peut-être un déficit sur la prévention. Il s'avère que le payeur est en capacité de payer de la prévention aussi sur un certain nombre d'actes. Et on est en capacité de pouvoir chercher des infirmières quelque part. Mais il y a aussi des infirmières sur le terrain qui sont formées aussi à la médecine traditionnelle ou veulent se former et l'utilisent tous les jours, ainsi que des médecins d'ailleurs, hein, qui vont utiliser, je pense surtout à mon ami Jacques Lallier, à Païta, qui va utiliser à la fois la médecine traditionnelle et puis la médecine occidentale, on va dire. Donc c'est des choses qui existent déjà, et je reviens aussi sur ce que disait Paul Béjean tout à l'heure en disant il y a déjà un tissu solide. Et c'est vrai que ce tissu solide, on est en mesure d'attendre des différentes institutions, déjà dans un premier temps de le maintenir et d'utiliser ce qui existe déjà, les compétences sur le territoire. La gestion prévisionnelle des compétences, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, elle existe. Il y a des professionnels déjà formés qui peuvent, bien sûr, utiliser leur formation. Mais pour ça aussi, il faut être en capacité d'organiser cette formation et cette mise en application de cette formation. Et je remercie au passage d'ailleurs aussi la DEPA Sud, hein, puisque c'est exactement ce que nous sommes en train de faire avec Jean-Baptiste Friat et Patricia Pedre. Et je les remercie encore une fois de plus, parce que c'est vraiment le geste positif. Le geste, c'est de s'écouter les uns les autres, d'écouter les problématiques de chacun, on peut tous les entendre, mais aussi de s'entraider, de se serrer les coudes. Et c'est un petit peu d'abord mon remerciement, et ensuite, je dirais, mon espoir, et j'espère l'engagement de tout le monde. Parce que les chiffres veulent dire quelque chose, mais ce qui est plus important, ce sont les actes. Là, on va se retrouver, comme on disait tout à l'heure, aux alentours de 260 000. Bon, je pense qu'on va être en capacité de s'organiser entre nous pour essayer de soigner au mieux les gens, mobiliser les compétences, les financements pour ces compétences et arriver. Donc une fois de plus, merci beaucoup d'avoir parlé comme ça de chacun de votre point de vue, mais l'idéal c'est de le partager avec les autres et d'écouter le point de vue des autres et les solutions de chacun, prendre de la hauteur. Je vous remercie. Ça ne va pas durer très longtemps puisqu'on doit se retirer pour aller participer au bureau de la FPLS qui va démarrer tout à l'heure. Je voulais juste dire une chose, les médecines traditionnelles, tout ça c'était l'atelier numéro 4 des assises, dans lequel Édouard y était d'ailleurs, on était là. Un des constats, c'est qu'effectivement c'est un élément absolument important, la pharmacopée calédonienne, je crois qu'il existe une pharmacopée guyanaise qui avait été prise en référence à l'époque. Ce qui est le plus important, c'est la perméabilité, en tout cas la coopération entre des médecines. Souvent, on parle de la médecine traditionnelle en l'opposant un petit peu avec les médecines dites techniques, pour ne pas dire occidentales, parce qu'il y a aussi les médecines chinoises, il y a tout ça. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à mettre en relation et en coopération ces médecines, comme on n'oppose pas la médecine publique de la médecine privée. C'est la même chose. Pour votre information, le sondage de 2022 avait mis en évidence que 86%, je crois, des professionnels de santé interrogés étaient attentifs au fait de pouvoir suivre, excusez-moi, le terme est très important, de suivre une formation aux cultures océaniennes en termes de santé.
Ça, c'est un élément très important qui va d'ailleurs être repris dans la convention que nous allons signer avec le Haut-Sarria, où cet élément est repris. Il faudra voir comment ça va être organisé, comment ça va se concrétiser. Mais c'est une des façons, effectivement, d'avoir un avenir en Calédonie sur les médecines et la mobilisation de toutes les ressources. Je vous remercie de votre intervention. Mais si je comprends bien la teneur de votre intervention par rapport aux institutions, c'est que, comme disait Reverdy, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, si je comprends bien. Donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion et peut-être, à moins que quelqu'un ait envie de rajouter quelque chose, entendre M. Font. Oui, M. Véjean, du coup, alors peut-être avant, juste avant. Donc, cette deuxième table ronde, merci, elle a apporté encore une fois la preuve de notre richesse. Parce que tout ce que nous a dit la directrice adjointe de l'Agence sanitaire et sociale, donc vous avez vu un peu tout le travail de prévention qui a été fait. Donc, encore une fois, oui, la Calédonie est riche de potentialités, la Calédonie est riche de praticiens dans ce domaine, la Calédonie est riche d'idées et de ce qu'on peut faire. Maintenant, encore une fois, on est peut-être déficitaire, pour ne pas dire vraiment pauvre, dans une volonté politique, dans une volonté et dans un niveau de matérialité, donc du coût et de maîtrise des coûts. Mais à tout ce qu'il faut, là où il faut, encore une fois, et ce qui vient d'être dit prouve bien que la Calédonie est riche, mais effectivement, on n'utilise peut-être pas cette richesse à bon escient.